au fait d'avoir contribué à sauver des civils dans les milieux un petit peu difficiles, en Somalie et au Mozambique, où j'ai vraiment sauvé des femmes, leurs enfants, etc., de situations qui étaient terribles. Et fort de ça, cette partie humaine de l'homme en situation de combat fait que Rome, à l'image du Vatican à Rome, hein, parce que c'est là, j'ai été il y a 10 ans maintenant nommé chevalier de l'ordre de Saint Grégoire le Grand. Wow, en Italie, on dit cavaliere dell'ordine di San Gregorio Magno, qui est la plus haute distinction à Rome pour ça, pour l'effet humaniste d'avoir sauvé les gens en situation de guerre. Mais il est humble, hein, on reçoit quand même un chevalier. En Italie, on m'appelle cavaliere, comme notre Berlusconi, mais ça n'a rien à voir avec. Pourtant, tu es très humble, tout ça. Oui, c'est mérité. Donc, aujourd'hui, dans les lives du vendredi, je reçois un combattant. Il a vécu 1001 vies en une. Il avance en spirale et enfile au fil des années, juste au corps, treillis, béret, puis costume cravate, tour à tour, danseur, parachutiste, chorégraphe, opérateur d'élite et au final CEO d'un des plus grands groupes d'intérim dans la cosmétique et la parfumerie de luxe. Aujourd'hui, il vient nous parler de la sortie de son livre, son deuxième livre, La spirale d'une vie, de l'ombre à la lumière. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Déjà, c'est un honneur. Merci de m'accueillir. Je ne sais pas si j'en vaux la peine, si j'ai suffisamment de choses à vous raconter, mais... je pense que tu as suffisamment de choses à nous raconter parce que tu as écrit un livre et comme je l'ai dit, il n'y aura pas assez d'une vie pour raconter tout ce que tu as pu faire. Tu as un parcours hors du commun, hors norme. Tu vas nous présenter tout ça, nous dire qui tu es. On va découvrir. Moi, je n'ai pas encore lu ton livre, donc ça va être pour moi aussi une véritable découverte de ton long parcours parce que moi, je t'ai connu que maintenant, récemment. Bien sûr. Donc, ce qui s'est passé avant, personne ne le connaît. C'est bien pour ça que j'ai écrit un livre. Exactement. Pour une transmission. Super. Merci beaucoup. De rien. Donc, et puis, on récupère Soraya. Comment ça va? Comment vas-tu, toi? Écoute, ça fait un bail. J'adore ta tenue. Tu t'es mis en militaire pour... oui. Pour faire honneur. J'aurais rêvé de faire le service militaire, mine de rien. C'est vrai? Parce qu'il y a une hiérarchie, il y a des réglementations. Et en fait, vous êtes tous en militaire. On est tous en militaire. On a voulu faire honneur. Il y avait un dress code. Donc, il y avait un dress code. Mais moi, je fais toujours un dress code par rapport à mes invités. En fonction de mes invités, j'aime bien, tu vois, avoir un petit thème. Je trouve ça sympa. Et merci pour le prêt du béret, parce que ça, j'adore. Il me manquait que ça. Donc, Soraya, tu nous as préparé un petit bad buzz. Je pense que ça va parler beaucoup à Nicolas, si je peux me permettre. Donc, j'espère que vous allez aimer. Parce que c'est vraiment d'actualité. Mais en plus, en concordance avec notre invité, toujours, parce qu'on fait des bad buzz qui correspondent un petit peu à l'invité du jour. Voilà. Oui, c'est bad. C'est le bad buzz actuel. Oui. Voilà. Bon, très bien. Du moment. Comme ça, on va essayer de remettre les choses dans l'ordre. C'est bien ça. Donc merci avec merci plaisir. À vous. Écoute, merci au Campus des Makers. Je suis ravi d'être là. Je voudrais vous parler un peu de mon livre. On va parler de ce livre. Moi, j'ai envie de savoir, mais tu viens d'où? Tu es né d'où? Parce que je crois que tu es un petit peu d'italien dans tes origines. Et dans un tout petit village italien, c'est ces petits villages qui sont décrits dans Le Soleil d'Escorta, par exemple. Et c'est ces petits villages qui ont des traditions millénaires et qui gardent ces traditions. Et donc, je suis né dans ce petit village. Le petit village de mon père, et donc je suis né là, et puis la spirale d'une vie de l'ombre à la lumière, parce que je suis né avec une ombre, je suis né avec une absence, je ne l'ai pas connu, mais j'ai perdu mon papa à l'âge de 4 mois, j'étais dans le berceau, mon père était maçon, et ma mère avait 22 ans, mon père en avait 27, et un soir on a ramené mon père qui était tombé d'une échelle et qui s'est brisé la nuque. Wow. Et on a ramené mon papa
dans la petite maison de ma mère où ils venaient de se marier et moi j'étais petit, 4 mois. Voilà. Wow. Donc un drame absolu dans un petit village où il y a le deuil, la femme vêtue de noir, d'où l'ombre, l'absence. Voilà, c'est là où elle est partie. Aujourd'hui j'en souris, mais parce que j'en souris aussi parce que j'ai jamais connu mon père. Tu l'as pas connu finalement. J'ai pas connu. Ça n'a pas eu entre guillemets un impact. Ça n'a pas eu un impact immédiat, mais c'est l'impact qui a créé l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais. J'ai très certainement, si j'étais remplacé de mon père, auprès de ma maman, dès tout petit. Donc, ils étaient jeunes, tes parents? Ils étaient 22 et 27 ans. Ouais. Donc, d'un gros drame familial. Ma maman, qui doit vivre dans ce village, mais qui est une espèce d'Amazone. Je la définis comme une Amazone sur mon roman, parce que elle a décidé, ayant une sœur, sa petite sœur qui était partie avec son fiancé de l'époque, rejoindre leurs parents à Paris. Paris, la ville lumière, donc de l'ombre à la lumière. Ma mère a décidé effectivement de m'arracher, parce qu'elle n'avait pas envie que je fasse cette vie dans ces petits villages, à Paris. Faut du courage. On retrouve sa sœur, on retrouve son beau-frère, et plus jeune que ma maman de l'époque. Et là, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait à Paris? Et donc, on fait partie de ces Rital. À quel âge tu es venu sur Paris? J'avais 4 ans, 5 ans, puisque je suis arrivé en 69. Vous avez tout de suite, d'accord. Pour tout vous dire, ma maman est décédée il y a 2 ans maintenant, il y a 3 ans. Depuis ma naissance à là, elle n'a jamais refait sa vie. Elle n'a jamais été dans une autre maison que celle de mon oncle, de ma tante. On a été de la France, de l'Italie à la France. De la France, on est revenus, ils sont tous revenus en Italie, on en parlera en 85, après là, par une espèce de tourbillon dans leur tête, en se disant on est des étrangers, s'il se passe une guerre civile, etc. On est en 85, on a un pavillon à Suresnes, peut-être il va se passer quelque chose, ils vont tout nous prendre, on rentre au pays. Donc on décide de partir. En 85, on vend ce pavillon, grand pavillon, là, qu'on a travaillé, qu'on a fait. J'ai participé à la construction avec mon oncle qui faisait tout, et on part en Italie. On rejoint cette fameuse Italie. Voilà. Et donc voilà. Donc pour payer, je faisais tout ce qui était intéressant et beau. Et la première des choses, c'est l'approche avec les arts martiaux. Moi, j'ai toujours fait, même en France, j'ai commencé par la savate, la boxe française. Ensuite, je suis passé au kung-fu, j'ai fait du taekwondo, etc. Et donc, en Italie, pour faire ça, je faisais des sports. Donc, je faisais du kung-fu wushu sanda, du kung-fu de combat. Kung-fu panda. Ouais, voilà, oui. À chaque fois, je fais référence au kung-fu panda parce que c'est la seule chose que ça désacralise le truc. Non, mais oui, on aurait pu dire Bruce Lee, mais bon, c'est moins drôle, Bruce Lee. C'est moins drôle. Kung-fu panda, c'est plus sympa. Et donc, j'ai fait kung-fu panda pendant un moment. Mais tu es pas loin de la réalité parce que, et en fait, j'avais besoin, alors, ça, le kung-fu, c'est la rigueur. Donc, dans l'expression d'assouplissement d'un corps qui soit fluide. Et donc, j'ai commencé à faire de la danse. C'est pour ça que tu as fait de la danse. Et c'est pour ça que j'ai fait de la danse. C'est le parallèle entre donc, j'ai commencé à faire de la danse. J'ai commencé à faire de la danse avec un prof baby show qui était au Lido de Paris, etc., qui était martiniquais. D'accord. Et il avait tout un groupe. Et donc, j'ai fait de la danse avec lui en prof, etc. Oui, d'ailleurs, tu nous as envoyé des photos en juste au corps. Voilà. De faire. Incroyable. Incroyable. Ouais. Donc, kung-fu, après danse. Et la danse. Et donc, tu commences à faire de la danse avec des gens sympas, des gens qui ont beaucoup de liens avec les télévisions, beaucoup de liens avec les discothèques, etc. Donc, on fait la lambada, par exemple. C'était l'époque de la lambada. On allait en discothèque, on faisait des spectacles de lambada. Et puis, on travaille à la télé. Et puis, à la télé, on me remarque à la télé sur la RAI. D'accord. Et puis on me dit voilà de créer un petit spectacle, etc. pour quelques émissions, etc. Donc je crée. Et donc je deviens chorégraphe. Parce que ma passion d'aujourd'hui dans tout ça, c'est la cuisine. C'est la cuisine qui me vient de ma mère. D'ailleurs, à la fin du livre, il y a tout le cahier de recettes parce que il y a le service militaire obligatoire. Alors j'essaye comment on fait tous. D'esquiver. J'essaie d'esquiver, oui. Ouais. Alors on connaît toujours un vieux général qui va te permettre d'aller là-bas. Les pieds plats, le souffle au cœur. Ouais, non, bon, alors ok, t'inquiète pas, on va t'emmener, etc. Mais à la fin, j'ai dit, en fait, si je dois faire une année,
entière, je veux faire quelque chose d'intéressant. Ouais, donc, je veux aller dans les gendarmes parachutistes. Voilà, je trouvais ça sympa. Ok, le vieux gendarme dit, ok, on va faire tout le nécessaire, etc. Parfait. Gendarme parachutiste. Tout va bien. Et quand arrive la lettre, eh ben, t'es dans les montagnes, dans le pire des bataillons où les gens ne font rien. Toute la journée. Avec le grand béret noir qui est là-bas. Et là, je me dis, catastrophe. Il n'y a rien qui a marché, en fait. Ça n'a pas marché du tout. Bon. Sauf que j'ai quand même une base. Ouais. Parce qu'à l'époque, je suis quand même champion. J'ai été quand même premier européen à Las Vegas en championnat du monde de Kung Fu Wushu Sanda. Je fais de la danse, etc. Wushu Panda, pardon. Et donc, je suis un peu vite remarqué au milieu de ces montagnes, des Apennins dans le centre. Ouais, ça fait la différence. Il est quand même un peu hors norme. Donc, toi, à la salle de sport, tu seras le prof de sport pendant toute l'année. Pour les officiers, etc. C'était les vacances, finalement. Exactement. Et c'est ce que tout le monde a dit. Tous les autres me disaient, c'est génial, t'as une vie rêvée. Ouais, super, service militaire, tout le monde y veut y aller. Sauf que, on était loin de sauter des avions. Voilà, bon, sauf que maintenant vous commencez un petit peu à connaître mon histoire, ça peut pas me satisfaire. Bah non. Et là, de passer une année à faire le prof de sport dans une salle avec des gens qui... Je me suis dit, oh là là. Et donc, j'avais la chance que le capitaine de ce Garnison était un grand sportif. Et donc, au bout d'un mois, en fait, c'est là la première, et au bout d'un mois, on est dirigé vers l'endroit final. Et puis, on fait 2 mois pour l'école de parachutistes, où on apprend tout ça. Et puis après, on part rejoindre un endroit qui est une garnison de parachutistes. Voilà. Et donc là, encore une fois, je dis d'accord, je veux bien faire le parachutiste, mais je veux pas le faire le parachutiste magasinier. Ouais. Ça m'intéresse pas. Donc je cherche, j'en parle à tout le monde, il est où l'endroit où vont les élites? Bon. Et donc on définit un endroit là-bas, dans les Dolomites, dans le nord, à côté de l'Autriche, à Bolzano, à côté de Saint-Michel-à-Piano. Il y a une toute petite garnison, c'est les commandos parachutistes d'élite, le top du top des parachutistes. Je dis, je veux aller là-bas. Sauf que là-bas, il y a que les gens qui sont fils de les richissimes industriels du coin, de tous les Autrichiens autour. Ils envoient leurs enfants là-bas, etc., machin, ou les sportifs de haut niveau, machin, etc. Bon, très peu de place, j'avais très peu de chance d'y aller. Je me suis dit, je suis coincé. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis comment je m'en sors là. Et en fait c'est ça les spirales d'une vie. Comment on se sort de situations, même quand on est dans des situations difficiles où toutes les portes sont fermées, pour rentrer par la fenêtre. Parce que si les portes sont fermées, on rentre par la fenêtre. Bon. Et donc je me dis que la fenêtre, c'est le sergent recruteur, etc. Celui qui était le pire de tous. Une espèce de montagne d'1m95. Je vois bien le genre. Comme le panda, mais en version voilà, avec le béret rouge comme ça, voilà, genre Avatar et tout ça, le type, le fou furieux. Et je sais que c'est lui qui décide à la fin où est-ce que vous allez. Donc, tu lui fais ton charme. Même pas. Enfin, mon charme, mais à l'envers. Je dis bon. Et à un moment, je le prends à part pour lui dire, écoute, toi, t'es grand, gros, etc., machin, mais si tu veux, et si tu es capable, on va dehors et je te donne 3 minutes. Et tu seras par terre, tu ne pourras plus bouger. Mais non. Pas possible, machin. Il m'en enlève tout. Tu lui as fait une prise, tu l'as mis par terre. J'ai fait ce que je devais faire en 3 minutes parce que c'était ma seule solution, c'était ma seule fenêtre. Pour le trouver. Ouais. C'était ma seule fenêtre. Trop bien. Et à la fin, je réussis, on sort dehors, on enlève tous les trucs sans les regards des uns et des autres. T'as fait juste j'ai fait comme Pompon Panda. Par terre. Donc voilà. Et donc je raconte ça, tout ça, bien sûr. Tous ces petits détails, je les raconte dans le livre. Et bien évidemment, il me dit, bon, tu as fait ça, mais c'est pour quelque chose. Il dit oui. Il dit, parce que je veux aller à Saint-Michel-à-Piano dans le commando parachutiste, machin, etc. Il me dit, mais tu sais qu'il y a très peu de place pour ça. Il dit, à toi de tenir tes engagements. Voilà. Bon, il dit, je sais pas, je vais faire mon possible. Évidemment, il a tenu parole à celle-là, et donc je reçois la convocation dans les Dolomites. J'adore ce genre de un film, j'adore. Ouais, tu faudrais faire une série, c'est pas un. Alors, après la sortie du livre, je pense qu'on va faire un film.
Non, parce que tout ça, bien sûr, c'est sur 200 pages, hein, donc elle est tous les détails, voilà. Ah oui, tous les détails. Ah, c'est écrit. Ah oui, attends, mais j'avais pas vu, mais c'est écrit en tout petit. Ah, il y a 400 pages écrites en tout petit, oui. Ah non, je pourrais jamais lire. Il y a 135 000 mots. 135 000. Il y a des virgules, il y a des points. Oui, il y a quand même des virgules et des points. Et des accents. Et des accents, ça va, on peut respirer. Et des points d'exclamation, des parenthèses. Donc voilà, donc je me retrouve dans cette espèce de vie et dans cet endroit où en revanche les gens sont super. Les gens sont intelligents, c'est des bac+5, c'est des sportifs de haut niveau. Voilà, il y a quelques petits fils à papa, etc. Mais tous les autres sont super. Donc on apprend tout, on apprend les langues, on apprend toutes les armes de l'Italie. Il y a de la rigueur. On a de la rigueur, du respect. On sort à 4 heures du matin en short, il fait moins de 10 pour courir dans les montagnes pendant 3 heures. Wow. Enfin, et non, les parachutistes alpins. Donc j'ai tous les brevets de parachutisme, saut à ballon à hélium, j'ai sauté à Toulouse avec la Légion étrangère. T'as fait comme dans Avatar, là, avec les machins, là, et et avec les fusées qui sortent. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon. Et donc, on fait cette deuxième école de commando parachutiste. Je fais le commando Jaguar en Guyane, qui est le pire des commandos, le pire des stages commando au monde. Il est décrit dans un des chapitres. C'est vraiment une expérience de vie qui est assez dure, proche de la mort, mais c'est très intéressant. Donc je fais un peu tout ça, et puis bien évidemment on est dans les commandos, c'est-à-dire l'équivalent du GIGN, donc dans certains niveaux. Et donc j'ai toute une partie où on est en support des carabinieri, c'est les gendarmes, pour l'antimafia en Sardaigne et en Sicile, du temps de Totorina. Ça, c'est les super spots et les super villes connues vous avez pas dû chômer. Voilà, dans le triangle d'or, voilà. Et de Corleone et tout ça. On était là, donc avec l'arrivée à 6 heures du matin dans les villas, descendre d'hélicoptères, attirer sur les... Voilà. Bon, bref, donc on a une vie quand même très palpitante, plongeuse, très sérieuse. Là, c'était tout ce que tu voulais. Là, c'est l'adrénaline. Tous les jours est une surprise. On sait pas ce qui va se passer. Mais surtout, je me dis, qu'est-ce que je veux faire de plus? Ouais. Là, t'es quand même pas mal. Ouais, c'était ce que tu voulais, là. Là, je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien. Et sur ce, je suis plutôt bien, je me dis, il me manque quand même un truc. L'international. Comment, je vais pas rester toujours en Italie, c'est pas drôle. Non, c'est pas marrant. Et donc, il y a une première grosse mission en Somalie. Parce que il y avait une guerre civile à ce moment-là à Mogadiscio, et donc il y a une mission de protection des civils, etc. dans le cadre mais encadré par l'ONU, par les casques bleus pour le coup, donc des volontaires. Ouais, forcément. Volontaires, forcément. Je pars. Nini, il est parti. Panda, il est parti. Nini Panda. Et donc voilà. En Somalie, ça a été plutôt de la protection de hautes personnalités, donc en l'occurrence des ministres italiens, etc., en protection rapprochée, quand ces ministres venaient sur Mogadiscio, etc. Et puis après, il y a une autre grosse mission qui a été un des tournants de ma vie, très intense, c'est le Mozambique. Le Mozambique, avec plein de vies au Mozambique. Mozambique, c'était la fin d'une véritable guerre civile et les premières élections démocratiques. D'accord. 91, premières élections. Donc on arrive avant les contingents des casques bleus et on arrive à ce moment-là pour essayer d'évaluer les forces en présence pour pas qu'il y ait un massacre quand les casques bleus arrivent. Donc tous les rebelles, tout ça. Et donc je suis envoyé là-bas pour qu'on puisse analyser tous ces rebelles à la Kalachnikov, etc. dans les camps. Et donc, lors d'une des missions avec mon opérateur radio on se fait capturer par la Frelimo, le Front de Libération du Mozambique. Wow. Donc, je suis capturé. On fait partir les autres. Je suis, torturé. Et on m'enferme dans un trou sous terre avec une espèce de grille protégée par un type qui était assis sur une chaise avec sa Kalachnikov jour et nuit. Pendant 3 nuits, on me donnait un bol de manioc et un bol d'eau. Donc les 36 heures, je peux les faire. Hein. J'ai pas de problème. Et donc, étant donné que c'était des missions où on ne pouvait pas donner les coordonnées de façon pas de suite, etc., c'est un peu compliqué à vous expliquer. Donc on savait pas où on était. Mais ça fait que 3 jours, il y a disparition du camp.
Mais moi, j'ai dit, je vais pas rester là 3 jours. Il faut que je retrouve une fenêtre. Comment je fais? Donc, je trouve le moyen en analysant les rondes, etc., de m'évader. Ton état d'esprit. Là, l'état d'esprit, il est très bien décrit avec les odeurs de tout ce que, les odeurs de la terre, les odeurs des rats, les odeurs de mais tout ça. Mais tu pensais que c'était la fin ou non, non, jamais de la vie. Je suis pas prévu pour la fin. Je suis prévu pour trouver la solution pour m'en sortir. L'instinct survie. C'est juste ça. C'est comment je vais sortir de là. C'est pas comment je vais mourir, je vais mourir. T'avais ça comme obsession. Non, jamais de la vie. Donc, comment je vais m'en sortir? Et donc, comment je vais m'en sortir? Faut analyser la situation. Donc, j'analyse les situations. Ça faisait quand même un petit moment déjà, ça fait 3-4 ans déjà qu'on était habitués à ce genre de situation. Commando Jaguar, on met dans l'eau, étouffé, etc. Donc là, c'était pour toi. Non, j'exagère. Non, c'est pas. Oui, parce que là, pour le coup, il y a des gens avec des vrais Kalachnikov qui te tirent dedans en vrai. Voilà. Et donc, tu avais des bruits, bam, bam, tout ça. Donc voilà, je trouve quand même le moyen assez désagréable d'arriver à un moment où il y a des moments de choix de vie où en fait, t'as pas d'état d'âme. J'ai dû effectivement sortir de ce trou et mettre hors d'état de nuire la personne. Bon, c'est pas des choses qui sont très belles dans la vie, mais dans ce cadre-là, on est en guerre. Eux sont là pour me tuer. Bah, oui, c'est une question de survie. C'est une question lui ou toi. Donc, c'est une question de survie. Voilà. Donc voilà, on m'avait laissé juste un illuminateur nocturne, parce qu'ils savaient pas à quoi ça marchait, et j'avais une boussole là pour en pleine nuit. Donc je suis parti en pleine nuit je me suis évadé, je suis parti donc, de là. Juste pour t'étais dans un trou, juste par curiosité, ça fait comment? Un trou. J'ai trouvé les moyens pour sortir, pour me positionner, mais surtout pouvoir écarter la grille au moment où lui s'endort, au moment où il avait des moments d'apaisement, pouvoir vite sortir, vite faire le nécessaire pour qu'il ne fasse pas de bruit, parce que le camp, il était là, avec tous les autres. Et d'ailleurs, quand je suis parti, j'ai dû faire 200 mètres, que déjà j'entendais les bruits, là, ça y est, tout le monde partait à ma recherche. Mais à l'époque, je courais vite, j'avais 30 kilos de moins, donc je courais vite et j'étais rapide, et donc je suis arrivé, ça c'était 3 heures du matin, je suis arrivé au camp vers 6 heures quand les hélicoptères partaient pour essayer d'aller à ma recherche, etc. Bon, fort de ça, c'est très bien, ça se passe très bien, donc quelque part après ce que tu as fait en Sicile, en machin, etc., en Somalie, bon, là tu t'évades d'un truc, etc., tu deviens quand même un peu connu. Voilà. Tu deviens un peu connu. T'es devenu The Star. Et tu deviens un peu connu, et ils te disent, bon, allez, tu vas rentrer, c'est bien, t'as fait un truc. Entre-temps, ils m'offrent un super truc, je vais au Kenya, je vais des photos où je suis au Kenya, je vais à Mombasa, je vais en Égypte, etc. C'est un voyage payé aux frais de la princesse. On était en off, là on a fait un petit break, donc on reprend. Mais alors, je pense que mes invités, je sais pas si je vais vous garder, parce que j'étais en train de me plaindre parce que effectivement j'ai un peu froid, j'ai mangé, et là mon invité très fort sympathiquement m'a dit mais t'es loin d'aller au service militaire et de manger du manioc. Et de manger du manioc, c'est ce que t'as dit. Voilà. Parce que bon, moi j'ai ma banane, je suis en hypoglycémie, j'ai froid. Bon, c'est vrai que non, moi je suis pas une aventurière et je me vois pas dans la... Pourtant, t'en as le béret. Ah, j'en ai le béret, c'est grâce à toi. Mais dis-moi, oui. Il me semble que tu as reçu une distinction, non? Oui. C'était en quel honneur, par qui, où, quoi, comment? Alors, je pense qu'elle a surtout été due, non pas à ma carrière militaire, mais au fait d'avoir contribué à sauver des civils dans les milieux un petit peu difficiles, en Somalie et au Mozambique, où j'ai vraiment sauvé des femmes, leurs enfants, etc., de situations qui étaient terribles. Et fort de ça, cette partie humaine de l'homme en situation de combat fait que Rome, à l'image du Vatican à Rome, parce que c'est là, j'ai été il y a 10 ans maintenant nommé chevalier de l'ordre de Saint Grégoire le Grand. Wow, en Italie, on dit cavaliere dell'ordine di San Gregorio Magno, qui est la plus haute distinction à Rome pour ça, pour l'effet humaniste d'avoir sauvé des gens en
en situation de guerre. Mais il est humble, hein. On reçoit quand même un chevalier. En Italie, on m'appelle cavaliere, comme notre Berlusconi, mais ça n'a rien à voir avec. Pourtant, tu es très humble, tout ça. Oui, c'est mérité. Donc, gentil. Donc j'ai des cocardes, des moi, j'aurais bien voulu que tu nous apportes tout ça, là. Bon. Mais c'est des choses des choses qui me font plaisir, qui me font plaisir, qui ont fait surtout plaisir à ma maman, qui ont fait plaisir, c'est de lui apporter encore ces satisfactions-là, qui donnent la force à ça. Les décorations en soi, pour moi, c'était pas très important. Je savais quand même. On en est fiers. On en est fiers. Et d'autant plus pour les raisons pour lesquelles c'est fait. Donc magnifique. Bravo à toi, bravo. Du coup, est-ce que tu peux nous dire où on trouve On le trouve sur Amazon. Sur Amazon? Oui, sur Amazon. Il existe en français, mais il existe aussi en italien. D'accord. La Spirale di una vita, il existe Spiral of Life en anglais. D'accord. Donc sur Amazon.com, Amazon.it ou Amazon.fr. Super. Il coûte à peu près combien? Il coûte 20 €. 20 €, c'est voilà. Tu l'as écrit en combien de temps? Je l'ai écrit en un an et demi. Un an et demi. Donc on répète combien de pages? À peu près 400 pages. 400 pages écrites en très petit. Peut-être un film bientôt? Il y a des approches. Il y a des approches pour peut-être une série, il y a des choses à faire. Oui, il y a vraiment des choses à faire et je voulais le faire aussi parce que la nouvelle génération, là, je voulais le faire en audio. Oui. Parce que donc j'ai démarré pour l'avoir en audio parce que style podcast. On peut l'écouter un chapitre par jour et puis ça peut être assez sympa. Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire et puis j'ai fait quelques salons. J'étais à Cannes, j'ai eu à Saint-Georges, j'ai un autre salon à la fin du mois de mai. Et puis mon groupe me prend du temps. Voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant je n'en fais pas encore. J'essaye pas de développer. Et puis après, rappelons-le que c'est quand même un tome 1 puisqu'il s'arrête en 93, de 65 à 93. Il y a normalement cette deuxième partie, mais cette deuxième partie c'est celle qui m'intéresse le moins. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'ai fait, c'est de savoir que voilà ce qui m'a permis d'être l'homme d'aujourd'hui. C'est ça le plus important. Maintenant, la deuxième partie, c'est la partie de l'homme que je suis, avec des gens qui existent au quotidien aujourd'hui, et je n'ai pas envie d'arriver dans l'intégrité des gens d'aujourd'hui, etc., et de devoir dire mais pourquoi tu m'avais pas dit ça à l'époque? J'ai pas envie de cette discussion. Tout le monde vit autour de moi pendant ces années. Donc, c'est pas intéressant pour moi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment je suis arrivé là. Bien sûr. Je pense que c'est ce qui intéresse les gens de manière générale. Une dédicace quelque part? Un jour ou pas? Oui. C'est prévu? Il y en a une fin mai, mais je n'ai pas encore répondu à je n'ai pas encore fait ma promotion, je dirais. Et puis, j'ai surtout, là, je l'ai fait en auto-édition, mais j'ai rencontré un prix Goncourt, Anka, qui veut me faire connaître vraiment un éditeur pour que je puisse vraiment l'éditer avec un éditeur connu. Voilà. Ta vie d'aujourd'hui, ton nouveau rôle que tu as aujourd'hui, tout à fait, que tu es, aujourd'hui, tu as fondé j'ai fondé un groupe qui travaille en France et à l'international et qui met à disposition du personnel qui travaille dans la cosmétique de luxe. Et il s'appelle comment ce groupe? Et il s'appelle Aladino Group. À disposition des maquilleurs, des esthéticiennes, des spécialistes parfums. Dans les grands groupes. Dans les grands groupes. Voilà. Pour les grandes marques, exclusivement dans l'univers du sélectif. On fait pas de, on fait pas de monoprix ou du mass market. On fait que du luxe. Et ça depuis 30 ans maintenant. Depuis 30 ans. Puisqu'en 97, j'ai commencé animateur micro. Je présentais les podiums, lancements événementiels sous la coupole des galeries, etc. Donc, j'étais monsieur loyal au départ pendant une dizaine d'années et je m'entourais d'équipes de spécialistes, de vendeurs, de maquilleurs, etc. Et les marques aimaient ma façon de piloter, de manager, de coacher ces personnes. Et donc, fort de là, il m'est venu l'idée de créer Aladino en 2008. Et donc, ça fait 18 ans que maintenant le groupe existe. Ça va. J'attends son retour. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On peut me souhaiter de nouvelles aventures après le groupe. Encore plus passionnantes? Tu as une idée? Oui. Tu sais déjà ce que tu aimerais faire? Oui.
J'ai créé une huile d'olive gastronomique, je voudrais la développer partout dans le monde, qui fonctionne très bien aujourd'hui. J'ai eu la chance de la goûter, elle est très bonne. Voilà. Donc, tu as un terrain et tu... Oui, c'est des d'olive. Bah oui, je suis né dans les Pouilles, hein. Les Pouilles, c'est la région d'Italie. Elle est là-bas? Non, elle est ici, parce que j'habite en Provence, donc l'île de Provence. Et donc là, je la vends déjà dans des épiceries fines. D'accord. Mais j'ai des appels du pied de Dubaï, de New York, etc. Mais t'aurais dû nous en ramener une. La bouteille, enfin, ça ressemble à un flacon de parfum. Oui, normal. C'est l'alliance de mes 30 ans de parfum. Voilà. Bien sûr. Oui. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses. Donc tu vas te réorienter sur... Ouais, je voudrais, maintenant j'ai 61 ans, donc ça fait 30 ans que je fais ça. Donc je pense que j'ai plein de choses passionnantes à faire après. D'accord. Et cette huile d'olive, donc du coup, elle est commercialisée où? Elle est commercialisée, par exemple, dans le sud, à Antibes, l'Eden Rock, le chef exécutif de l'Eden Rock. Bon, on peut pas la trouver aujourd'hui, c'est des... Aujourd'hui, non. En fait, je l'avais mis sur mon site internet, Mas des Agaves, c'est son nom. Mais étant donné que je veux la vendre dans les épiceries fines m'ont dit, à Aix-en-Provence par exemple, la Maison Française, qui est très très chic, elle me dit, mais Nicolas, tu peux pas la vendre sur ton site parce que sur ton site, elle est forcément moins chère que chez nous. Oui, bien sûr. Et donc je l'ai enlevée du site et je la vends que, voilà. D'accord. Et j'attends de le développer. Voilà une occasion passionnante de faire une troisième vie. Effectivement, c'est une troisième vie. Voilà. C'est une olive. Bon, dommage, on n'aura pas pu la déguster encore. Mais, on va passer à ton bad buzz. Alors, le bad buzz actuel est très particulier, mais tellement présent. D'accord. Alors, c'est la manière dont on peut voir le monde, mais dans un monde fabriqué. Ça me dit quelque chose ou pas? Un monde fabriqué, mais fabriqué par qui? C'est par quoi? Et par quoi? Ça me dit quelque chose de deepfakes? Ah oui. On en entend parler sur les réseaux sociaux, mais dis-nous en plus. Deepfakes, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Qui peut vous faire dire tout et n'importe quoi. Prendre son visage et faire dire tout de son visage, alors que c'est pas nous qui l'avons dit. Voilà, donc à l'époque on disait j'ai besoin de voir pour croire, sauf qu'aujourd'hui on ne sait plus. Parce que c'est pas si c'est la réalité. Parce que tout le monde vit avec ses réseaux sociaux, on ne va pas les citer, tout le monde les connaît. Et donc c'est là la grosse polémique aujourd'hui, parce que ça peut mettre des vies vraiment en danger. Et donc aujourd'hui la grande question c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et est-ce qu'aujourd'hui on vient peut-être aux choses essentielles, c'est de croire en l'humain, on regarde l'humain, avoir une personne en face de soi, même si on sait qu'on doit avoir affaire à des mensonges, à des menteurs professionnels, mais se dire voilà, c'est que l'être humain qui peut aujourd'hui nous dire la vérité, mais il faut qu'on l'ait devant, il faut qu'on soit là. Toi qui est né d'une époque. Oui, je suis né dans un autre monde. Donc, voilà. Donc ce monde me fait peur. De voir des gens qui disent n'importe quoi et on met Trump dans des trucs, on met des gens, on met des jeunes filles par là, et puis c'est le visage, mais des fois c'est aussi la voix, des appels téléphoniques, des messages sur des téléphoniques avec la voix d'un tel. Moi, on peut prendre ma voix et qui te laisse un message et qui te dit des choses terribles. Exactement, il y a des bonnes arnaques en ce moment de personnes qui se font passer avec la jeune fille qui pensait qu'elle parlait à Brad Pitt et qu'elle a donné des millions d'escroqueries. Ça, c'est un exemple de comment on peut détourner, parce que malheureusement, c'est ce qu'on dit toujours, l'IA, il y a du bon et du négatif. Ça va pouvoir détourner beaucoup de choses et déjà beaucoup de choses ont été malheureusement... Mais à chaque fois que c'est nouveau, les réseaux sociaux au départ étaient encore pire. Maintenant, on commence à ne plus croire à ceux qui vendent des produits, etc. Donc ça s'atténue un petit peu, ça se professionnalise un petit peu. Voilà. L'IA, là, on laisse tout le monde utiliser l'IA dans tous les sens et donc on fait n'importe quoi. J'ose espérer que tout ça va se calmer un petit peu parce que ça va se professionnaliser et qu'on va l'utiliser à bon escient. Mais pour le moment, c'est très dangereux. Plus tu dis la vérité, non. Ouais, c'est vrai. Merci Soraya, moi j'adore ce genre de bad buzz. Top, mais je crois que tu as quelque chose. Alors, pour notre invité. Oui, j'ai quelque chose, donc j'espère que ça va te faire plaisir. C'est de la part de l'équipe des Composés naturels de ma part. Alors, je sais que tu es quelqu'un de motive, alors j'espère que... Je vais pleurer, ça. Non, je ne veux pas, mais c'est vraiment... voilà.
Je me suis calé. Alors tu la sors. Ah oui. Tu la sors et tu la sors. Waouh. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est bien. Alors tu nous en dis un peu plus sur ce beau cadeau. Je vois déjà mon père et ma mère, évidemment. Alors j'ai fait, comme j'ai vu, c'est la façon, c'est mystique, ça sort, voilà, donc... Je me vois dans ma période. Alors, c'est pas évident hein, pour les photos, parce qu'il m'a donné des photos avec l'argentique. Donc c'était compliqué, parce que même que tu m'as retouché les photos, parce qu'il ne savait pas ce que j'allais en faire. Voilà. Les pixels, tu vois. Donc alors là, j'imagine, c'est un souvenir familial, c'est ça, c'est lié à l'armée. Là, c'est moi à l'armée. Toi, à l'armée, d'accord. C'est mon père et ma mère. Wow. Et là, c'est ma famille d'aujourd'hui, mon fils. Moi, habillé en chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand avec mon épouse. Voilà. Et donc, j'ai pris ces... Un mauvais parachutiste. Comme ça, j'ai fait avec... voilà, j'ai déchiré un petit peu du jean, j'ai pris de... C'est absolument sublime. C'est vrai. Merci, c'est très émouvant, bien sûr. C'est la part de l'équipe tout réuni dans une vie. Donc c'est véritablement. Du coup, Nicolas, on va rappeler pour nos téléspectateurs et les auditeurs la raison du pourquoi de ce titre, la spirale d'une vie, de l'ombre à la lumière. Alors, il y a deux raisons très simples. La première, c'est que ma vie a toujours été une spirale, elle a recommencé toujours à zéro, elle peut-être. Et de l'ombre à la lumière, parce que je suis né avec une absence, je suis né avec le deuil de ma mère, cette odeur noire dans un village du sud de l'Italie où tout était très sombre. Et elle a décidé, suite au décès de mon père à l'âge de 4 mois, donc vraiment à ma naissance, et elle a décidé de rejoindre sa sœur, donc ma tante, avec qui on a vécu toute notre vie, qui vivait à Paris. À Paris, la ville de la lumière. Voilà. Donc de l'ombre à la lumière. Tout c'est clair. On est passé d'une tristesse à une ville qui nous a apporté plein de belles choses. Et en même temps, maintenant je peux le dire, maintenant à la fin de cette carrière, aujourd'hui, je suis parti de rien, j'ai recommencé de rien. Aujourd'hui, je suis PDG d'un grand groupe. Tu es dans la lumière. Je suis un peu dans la lumière parce que je travaille pour la cosmétique de luxe, sous des podiums illuminés. Donc je suis toujours avec la lumière, mais je viens de l'ombre. Et sur ce, on a été ravis de t'écouter. On aurait pu t'écouter encore pendant des heures et des heures parce que c'est difficile de raconter 1000 minutes en 1 heure, un peu moins d'1 heure. Mais en tout cas, chers auditeurs et chers téléspectateurs, on vous invite à commander et acheter ce livre. Voilà, la spirale d'une vie, de l'ombre à la lumière. On aura compris pourquoi la lumière. On attend le tome 2, chapitre 2. Et moi, j'ai envie, pour finir l'émission, que tu nous fasses une petite prise de coupe.